Sergio Leone est donc un réalisateur italien. En 1964 et 1965, il a publié coup sur coup deux westerns qui s'appellent Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, qui ont eu un succès colossal en Italie et en Europe, et qui lui ont permis à chaque fois d'avoir un budget un peu supplémentaire, vu qu'il a fait le premier avec 200 000 $, le deuxième avec 600 000 $, et les studios américains arrivent au moment de la projection du deuxième, qui fait un tabac en Italie, et propose la distribution aux États-Unis, et dans la foulée lui demande quels sont ses projets. C'est une soirée où on est en train de signer la distribution et on lui demande quel sera le scénario du prochain, et il n'en a absolument aucune idée, et son producteur improvise une idée vague en parlant de trois bonhommes qui seraient à la recherche d'or au milieu de la guerre de sécession. Les Américains disent allons-y, pour $1 million, c'est parti, le film coûtera finalement $1,3 million. Vous voyez l'expansion des budgets. Et voilà donc Leone engagé sur un troisième volet pour la trilogie du dollar, avec au départ l'idée d'engager un duo de scénaristes qui a travaillé sur un film de Monicelli qui s'appelle La Grande Guerre, qui est sur la Première Guerre mondiale et qui est vraiment la comédie à l'italienne, Ajay Scarpelli. Il lui propose un premier script qui lui convient pas du tout, qui est beaucoup trop bouffon, beaucoup trop comique, et dont il va quasiment rien garder. Et il va donc engager Sergio Donati, qui retravaille avec lui cette idée donc d'un trio, et qui va aboutir à un scénario assez ambitieux qui justement propose comme toile de fond la guerre de sécession. Et à partir de là, il va donc commencer à travailler sur la question du casting. Clint Eastwood a donc été engagé sur les deux premiers, il a fait toute la trilogie. Il s'est engagé sans risque pour une poignée de dollars dans la mesure où c'était un film en Italie. À cette époque, il commence à être un peu connu aux États-Unis, mais à la télévision. Il a une série qui s'appelle Rawhide, une série de western, dans laquelle il joue un cow-boy très lisse, très propre sur lui, très américain, et il sait que s'il fait un bid en Italie, ça n'aura aucun impact sur sa carrière hollywoodienne. Mais la donne change en 1965 puisque la série en fait s'achève et il n'a plus de proposition, et Leone revient avec cette proposition d'un troisième volet. Il est un peu hésitant dans la mesure où il se rend compte à la lecture du script que la donne a un petit peu changé. Il était l'unique star, le cow-boy avec son poncho dans le premier. Ils étaient deux dans le volume 2, puisque Lee Van Cleef jouait déjà un personnage qui fait équipe avec lui. Et il voit que là, cette fois, ils sont trois, et il se rend compte que le rôle de Tuco est quasiment plus important que le sien. Donc il y a d'âpres négociations, et il finit par accepter en exigeant un salaire assez élevé et des parts aussi de recettes sur les bénéfices. Ce qui plaît d'ailleurs pas trop à Leone et crée déjà les conditions qui font que ce sera leur dernière collaboration. Pour les autres rôles, au départ, pour le personnage de Angel Eyes, Leone pense à Charles Bronson, avec qui il a toujours voulu travailler, mais qui à ce moment-là est pris. Donc il devra attendre le film suivant, puisqu'il jouera un rôle immémorable dans Il était une fois dans l'Ouest. Et donc il décide de refaire appel à Lee Van Cleef, dont il a vraiment relancé la carrière, notamment pour le volet précédent. Et Lee Van Cleef est assez amusé de jouer ce rôle de contre-emploi complet par rapport au précédent film où il jouait une espèce de bon vengeur et un homme de grand talent, mais du côté clairement du bien. En ce qui concerne Eli Wallach, donc qui joue Tuco, Leone l'a repéré dans Les Sept Mercenaires, et il apprécie beaucoup l'aspect un peu bouffon de ce personnage, et notamment la scène où il fait mine de tirer sur des enfants avec la main dans un train, et c'est sur la foi de cette seule scène qu'il décide de l'engager. Le courant passe très bien entre Sergio Leone et Tuco, et Eli Wallach, et Eli Wallach va faire beaucoup de propositions, c'est lui qui propose toute la garde-robe, c'est lui qui invente ce fameux signe de croix très fantaisiste, et donc il y a une alchimie qui fait qu'il y a énormément de discussions, et qu'ils arrivent en plus tous les deux à se débrouiller un petit peu en français, parce que Sergio Leone parle pratiquement pas l'anglais, et donc il y a une communication qui peut se faire un peu sur le plateau. Donc le tournage se tourne majoritairement en Espagne, il n'y a absolument aucune scène américaine dans le film, sur le territoire américain.
quelques scènes en Italie, mais la majorité en Espagne, et avec la bénédiction du gouvernement de Franco, qui, voilà, pour peu qu'on n'évoque pas l'Espagne ou la situation politique, laisse faire à peu près ce qu'il veut en matière de ce qu'on veut en matière de tournage, et qui va même jusqu'à prêter des figurants. On a 1500 figurants qui contribuent au décor, et l'armée qui est aussi réquisitionnée, notamment pour la construction du fameux cimetière de Save Hill, où ils construisent un cimetière de 10 000 tombes. 250 hommes sont mobilisés uniquement sur cette construction-là, qui est sortie de nulle part. Toute l'arène et tout le cimetière sont construits. Il y a donc un très grand sens du détail. Maintenant que Sergio Leone a les moyens, il va se faire plaisir en matière de reconstitution, et il est extrêmement exigeant. Il y a une fameuse anecdote sur le tournage qui est celle du détail de l'éperon, la scène où il y a l'éperon. Il dit à un moment à son équipe, vers la fin de la journée, lorsqu'ils ont tourné, qu'il lui manque un détail d'un gros plan sur l'éperon, et l'un des opérateurs lui dit « c'est bon, on arrête pour aujourd'hui, on la fera une autre fois ». Celui qui gère le planning notamment du tournage. Et la fois où ils doivent refaire le détail de l'éperon, en fait, Leone explique que il a besoin des 300 figurants, de tous les soldats derrière, des canons et de la rue, parce que pour lui, il faut qu'il y ait une correspondance entre ces éléments-là. Et donc, c'est devenu une espèce de phrase sur le détail de l'éperon. Il faut toujours se méfier de ce qui est un petit plan par rapport à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, souci du détail, notamment tout ce qui est de l'ordre des armes. C'est un véritable passionné, Sergio Leone, notamment de tout ce qui est les détails historiques, et donc il va trouver toutes les armes. Il vide un musée entier espagnol sur la guerre de sécession pour tous les canons et toutes les armes qui sont vraiment des armes d'époque. Et la scène où Tuco essaye les pistolets chez l'armurier est une scène qui est totalement improvisée. Voilà, que lui dit « moi j'y connais rien », il fait « non mais tu te débrouilles ». Et on voit le talent justement de l'acteur qui, par la manière dont il manipule les armes, dont il écoute les cliquetis, vous donne l'impression d'être un expert, alors qu'en fait il y connaissait strictement rien. Autre petit détail qui a beaucoup plu à Sergio Leone, le squelette qu'on voit dans la tombe d'Archtenton à la fin, est un squelette qui a été prêté par une femme espagnole dont la mère était actrice et qui voulait qu'elle joue encore après sa mort, et qui donc louait à qui voulait le squelette de sa mère. Et donc elle était heureuse de pouvoir figurer dans ce film. Et voilà. Et le tournage est un tournage assez... qui se passe bien, mais qui est assez compliqué et qui est à l'européenne. C'est Eastwood qui va un peu initier Wallach au milieu, puisque lui il le connaît, il a tourné en plus des films complètement fauchés avec Leone les deux fois précédentes, donc il connaît un petit peu le système. Et effectivement c'est un tournage compliqué pour des acteurs américains habitués à un certain standing. Il y a notamment du bruit en continu. Leone ne tourne jamais en son direct comme la plupart des cinéastes italiens de cette époque-là. Tout se fait en post-synchronisation, c'est-à-dire qu'on réenregistre les voix après coup. Et comme on l'avait vu pour Aguirre notamment, il y a plusieurs acteurs qui parlent chacun leur langue. La scène où Tuco est avec son frère, par exemple, l'acteur qui joue son frère attendait juste qu'il arrête de parler pour dire sa réplique sans rien comprendre à ce que l'autre racontait. Il y a du bruit en continu autour d'eux, puisque le son importe peu, et ça crée évidemment des nécessités de concentration qui sont assez inhabituelles. Le film, donc... le tournage se déroule plutôt bien. Il y a certaines conditions, par exemple Lee Van Cleef et Lee Wallach ne savent absolument pas monter à cheval, et donc en fait ils partagent le même cheval dans le film, qui est un cheval extrêmement dressé. On le voit d'ailleurs quand Lee Van Cleef arrive la première fois, la manière dont le cheval s'arrête, on voit vraiment que c'est un cheval limite qui fait du cirque en fait, tellement il est prudent dans ses pas, etc. Et on leur ménage quelques petites surprises, par exemple la scène où le chien déboule dans le cimetière. Il n'était absolument pas au courant, Leone ne lui a pas dit, il a balancé un chien comme ça, et la scène la réaction de surprise de Wallach est complètement authentique. Donc il y avait quelques éléments comme ça qui n'étaient pas à l'écriture. C'est d'ailleurs ce que dit Eastwood concernant les tournages avec Leone. Il dit qu'il y a toujours 3 scénarios dans un film avec Leone. Il y a le scénario sur lequel l'acteur signe, le scénario qu'on développe durant le tournage, et ensuite le scénario de la post-synchronisation qui lui aussi va être modifié. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire des phrases qui ne seront pas celles sur lesquelles ils devront se doubler eux-mêmes après coup. Ce qui complique évidemment beaucoup la donne et qui modifie pas mal le film en cours de route.
Donc le film est aussi émaillé d'un certain nombre d'accidents. Là aussi, Eastwood prévient Wallach en lui disant ne fais jamais confiance aux équipes italiennes, qu'il y a toujours des grands risques. Et c'est vrai que c'est Wallach qui va en vivre le plus, notamment. La scène, par exemple, où il doit couper la chaîne qu'il attache au cadavre, hein, donc par le train. Donc le train passe réellement, hein, pas à l'époque du numérique ni quoi que ce soit, et voilà, qui est donc allongé et attend que le train passe, et en fait il se rend compte après coup que l'un des marchepieds est très bas, et c'est vrai que quand on revoit la scène, si c'était un tout petit peu levé, il pouvait être décapité, et il s'en rend compte après coup, alors qu'en plus au sein du même plan il doit se lever pour pouvoir rattraper le train. Et donc il se rend compte de ça, et Léon lui dit on va la refaire en fait, et il refuse catégoriquement donc on a la première prise uniquement, et pareil à un moment il a l'habitude de boire une certaine limonade, et un technicien ne retrouve rien de mieux que de prendre cette bouteille pour remplir d'un acide qui permet d'ouvrir les sacs de pièces d'or à la fin, donc il boit un peu d'acide aussi. La scène où il est attaché avec les mains dans le dos sur le cheval au moment où on doit tirer un coup de feu pour qu'il puisse s'évader quand on a brisé la corde, il demande à l'équipe de mettre du coton dans les oreilles du cheval pour qu'il ne soit pas trop effrayé. Tout le monde dit mais non, ça va fonctionner, et le cheval course effectivement très effrayé par le coup de feu, et donc il va se retrouver pendant plus d'1 kilomètre attaché les mains dans le dos sur un cheval au galop sans que personne puisse le rattraper. Il doit attendre lui tout seul qu'il s'arrête. Donc voilà, on a tout un tas d'éléments comme ça. Autre élément important, la fameuse scène de l'explosion du pont. Donc lors de l'explosion, Léon dit à Eastwood et à Wallach, vous allez vous mettre ici, vous aurez un bon point de vue, et on pourra vous voir près du pont, ça va être bien. Et Eastwood, qui connaît un peu le bonhomme, demande à Léon, vous vous mettez où vous pour tourner? Et Léon fait, moi je serai tout en haut. Et donc Léon lui dit, Eastwood lui répond, on va être au même endroit en fait. Et effectivement, on le voit d'ailleurs, hein, il y a un débris qui tombe sur un sac et qui l'éventre. C'est pas un trucage. Donc ils étaient vraiment déjà beaucoup trop près par rapport à l'impact de l'explosion. Explosion d'ailleurs qui a posé problème, puisque donc l'armée espagnole étant convoquée pour les effets spéciaux, ils ont construit le pont, et Léon voulait un réel pont de pierre, de bois, etc., pas une petite maquette. On confie à un officier espagnol l'honneur de pouvoir faire la mise à feu. Et lors des discussions entre l'italien et l'espagnol, il y a une confusion. Et 10 secondes avant la fin du compte à rebours, il entend Vaille qui dit ça va, et pour lui ça veut dire vas-y, et il fait péter le pont alors que les caméras sont absolument pas prêtes. Donc tout le pont explose, et les opérateurs qui sont à plusieurs endroits filment dans la panique la fin des débris, et Léon explose à son tour, si vous voulez, et donc l'armée pour s'excuser lui garantit qu'ils vont reconstruire le pont à l'identique, ils vont tourner d'autres plans pendant quelques jours, et ils reconstruisent le pont, ils le refont sauter. Le pont qui, pour Léon, la première explosion était évidemment la meilleure, et donc en fait on a deux explosions, parce que la fin, quand les débris retombent, c'est la première prise, donc ils ont mixé les deux. Donc un tournage important, avec son lot évidemment de dépassement de budget, de risques, etc., mais qui finit par s'achever. C'est dans une certaine tension, parce que Léon a conscience là qu'on l'attend un petit peu au tournant, qui joue dans la cour des grands, il est assez tendu, et surtout il se rend compte en fait au tournage que le film va devenir absolument gigantesque en termes de longueur. Il rappelle son scénariste et il lui dit il faut qu'on coupe le scénario même au niveau du tournage pour pouvoir voir comment on peut un peu réduire. Et donc ils vont retourner, ils vont couper et s'imaginer comment réécrire en post-synchronisation certaines scènes. La scène où Lee Van Cleef parle avec le Cujat, par exemple, elle a été entièrement réécrite de manière à résumer des scènes qu'on n'avait pas pu voir, notamment tout ce qui se passe concernant ce convoi, etc. Donc il y a des scènes comme ça qui sont réaménagées, réécrites, et qui permettent de sabrer un peu dans ce film qui est devenu trop long. Le premier montage fait 4 heures, alors que le studio a exigé un film de 2 heures. Il arrive à descendre à 3 heures.
le premier montage qui sera monté à Rome, à la première en 1966, et les studios américains vont encore sacrément couper pour descendre donc de 180 à 140 minutes, soit 2h20. Il s'avère que ce soir, on m'avait annoncé que vous verriez la version de 2h40, vous avez en fait vu la version de 3h. Vous en êtes peut-être rendu compte. Mais donc en fait, c'est la restauration de 2014. Et donc vous avez le montage tel qu'il avait été voulu par Sergio Leone en 1966 en Italie. Alors qu'ensuite, on avait la plupart du temps, nous dans les copies, on avait la version américaine. Donc il y a un certain nombre d'ajouts, l'armurerie notamment, et toute la scène où Tuco va chercher ses comparses. Qui permet d'expliquer pourquoi Tuco est avec 3 hommes dans la fameuse scène de l'éperon. Sinon, on ne savait pas d'où ils sortaient, hein, ces hommes-là, donc c'est une scène qui permet de remettre en place un petit peu certaines ellipses du montage américain. Le film est un très grand succès. La même année, en fait, Sergio Leone, enfin le distributeur américain, va sortir toute la trilogie aux États-Unis. Donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et la brute et le truand, qu'ils vont appeler la trilogie de l'homme sans nom, ce qui est une invention marketing, parce qu'en réalité il a des noms, hein. Là il s'appelle Blondin, il a Manco dans un autre, il a à chaque fois des surnoms, il n'a pas un vrai nom comme peuvent l'avoir d'autres personnages, mais en tout cas ils vont vraiment vendre ce personnage de Clint Eastwood, et ça va très bien fonctionner. La relation est quand même assez tendue avec Eastwood. Hein, Eastwood arrive notamment avec le script original lors des séances de post-synchronisation en voulant lire précisément les répliques sur lesquelles il a été engagé, ce qui évidemment ne fonctionne pas du tout par rapport à toute la réécriture qui a été prévue. Et Sergio Leone annonce à la presse italienne, hein, il a tourné 3 ans consécutifs, 3 films, 3 westerns, qu'il en a fini avec le western. Et d'ailleurs, le film, en réalité, Le Bon, la Brute et le Truand, est un préquel aux 2 autres. Vous voyez qu'au moment où il donne le cigare à l'homme mourant, il trouve le fameux poncho. Et en fait, ce poncho, c'est son déguisement dans les 2 premiers volets. Et la guerre de sécession se passe avant les 2 premiers volets. Donc pour Leone, c'est une façon clairement de boucler la boucle. Hein. Après, il va revenir, si vous voulez, au numéro 1, et la trilogie est refermée sur elle-même, et il va pouvoir passer à autre chose. Il estime en avoir fini avec le western, et il a déjà un projet qui commence à mûrir, et qui est « Il était une fois en Amérique ». Mais ça ne va pas du tout se faire aussi vite que ça, il va devoir attendre 20 ans pour le faire, et à son arrivée réellement en Amérique, on va lui imposer de refaire un western parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait, et ce sera « Il était une fois dans l'Ouest » qu'on projettera l'année prochaine pour avoir un cycle un peu sur Sergio Leone. Donc, on est évidemment ici face à un western. Hein, on a tout le code du genre et le code qui était déjà présent dans les précédents westerns, même si c'est un western par un Européen, j'aurai l'occasion de revenir sur ses spécificités, mais on va retrouver des éléments qui sont consécutifs, qui sont vraiment qui participent à toute une mythologie. Vous avez les duels, vous avez des hommes patibulaires, vous avez aussi un rapport évidemment à la loi, on est toujours face à des hors-la-loi, et une expansion de tout ce qui s'est fait dans les films précédents. Hein, le premier volet de la trilogie durait 1h30, le deuxième 2h10, 2h15, et puis là on arrive à 3h, et tout est de l'ordre de l'expansion. Par exemple, le duel final, à 3, est une reprise plus large du duel final pour quelques dollars de plus. On a déjà une arène, on a déjà 3 personnages, même si c'est un duel à 2, et on a même ce thème musical qui revient dans cette partie. On a vraiment cette petite musique qui est celle de la montre à gousset qu'on retrouve du médaillon, et évidemment d'une manière plus symphonique ici. Mais la grande nouveauté par rapport au western, c'est justement l'irruption de l'histoire. Leone, avec le budget qu'il a envie de faire un film à grand spectacle, et on voit clairement comment le film progressivement va devenir de plus en plus ambitieux, à mesure que le récit avance, et on a des modèles comme David Lean par exemple, avec Le Pont de la rivière Kwai, faire quelques parallèles dans cette... voilà, on a de grandes foules de figurants, une reconstitution extrêmement ambitieuse, et cette volonté de faire interagir le récit avec l'histoire, la grande histoire avec un grand H, et une interaction constante qui est assez amusante dans la mesure où les personnages sont sur cette toile de fond qui est la guerre de sécession, et à chaque fois des événements de cette guerre vont accélérer ou
modifier la trajectoire de leur destinée. Le nombre de fois où on a des personnages qui sont sauvés, hein, vous avez l'irruption d'un chariot qui fait que l'un n'est pas exécuté, vous avez l'irruption d'un boulet de canon qui fait que l'autre n'est pas pendu, etc. À chaque fois, on joue avec cette malice et c'est des espèces de Deus ex machina qui viennent directement de l'histoire, en fait. Cette histoire aussi, Léon l'a voulu la plus documentée possible. Je vous parlais de son obsession des détails et de la reconstitution. Il travaille beaucoup avec des archives, et notamment un livre de photographie de l'époque. Hein, on le voit vraiment sur le plateau, où il compare des photos et il essaye vraiment de reconstituer des images d'époque pour coller le plus possible à cette réalité. Ce qui est assez intéressant, hein, de voir justement un Européen obsédé par une reconstitution la plus fidèle d'une histoire qui, en réalité, n'est pas la sienne. Et le rapport de Léon à l'Amérique, c'est vraiment sujet en soi, hein, puisqu'il ne cessera de l'aborder dans tous les films qui suivront jusqu'à la somme qui est « Il était une fois en Amérique » justement. Et certaines scènes qu'on voit, par exemple quand vous voyez l'homme qui doit porter lui-même son cercueil avant d'être exécuté, ça ce sont des scènes qui ont été vraiment relatées dans les livres d'histoire. De la même façon, l'homme attaché devant le train, hein, avec une inscription, ça c'est aussi des clichés qu'il a trouvés. Toutes les armes, les canons, les wagons canons, tout ça existait aussi réellement. Mais Léon a un rapport particulier à l'histoire. Hein, Léon a grandi dans l'Italie fasciste et il en parle dans ses entretiens. Il a bien conscience que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs et qu'il faut se méfier de l'histoire officielle. Ce qui aussi explique un très grand travail de recherche. Hein, il va notamment aux États-Unis, il fait un grand travail de documentation et il fait sortir des livres de la Bibliothèque du Congrès qu'il estime avoir été le premier à faire sortir, et surtout, il ne veut absolument pas de cette version qui nous montrerait un Nord qui serait humaniste, progressiste, contre des aristocrates esclavagistes dans le Sud, et il a vraiment envie de montrer une histoire officieuse qu'on a tendance à cacher, d'où ce fameux camp de concentration, nordiste, dans lequel on pratique la torture, dans lequel on dépouille les cadavres et les gens, etc. Donc ça, pour lui, c'est important justement d'avoir ce regard, ce recul, et de ce point de vue-là, sa position d'Européen l'aide à regarder l'histoire avec une certaine lucidité, si vous voulez. Mais il y a aussi un autre élément, c'est celui justement d'un regard sur l'histoire où il va citer d'autres éléments. Il y a une sorte de mélange. La scène de l'orchestre, hein, qui joue pour accompagner la torture est une référence très clairement au camp nazi, hein, dans lequel on a ce genre de pratique, de la même façon que le décor que vous avez au-dessus du pont renvoie très clairement aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc il y a une espèce, voilà, de mélange comme ça qui montre aussi une ambition de montrer un film historique, mais qui dépasserait son seul contexte initial, si vous voulez. Et donc, ce qui l'intéresse aussi dans cette vision de l'histoire, c'est justement d'empêcher toute possibilité d'un manichéisme et de catégorie. Le film lui-même, hein, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand, propose des archétypes, mais ces archétypes, Léon a envie de les dépasser. Il dit très clairement que tous les personnages, hein, ont des fonctions qui peuvent être interchangeables, très nettement. Même si, hein, la brute est quasiment uniquement une brute. Entre Toucault et Blondin, on a évidemment un échange de rôles entre l'escroc, entre le bon et le truand, qui est absolument constant, et on a même une sympathie assez grandissante pour Toucault, alors qu'il est censé être escroc. Et cette idée-là, elle va nourrir toute la dynamique du film. Hein, on voit la manière dont les personnages passent d'un camp à l'autre sans aucun complexe, et justement, en fonction de la situation, vont décider d'être du camp du Sud ou du camp du Nord, avec eux toujours une motivation beaucoup plus cynique, hein, que des idéaux à l'échelle de la nation qui sont simplement un trésor. Et Léon va plus loin que cette idée-là, parce qu'en fait, ce qu'il veut montrer dans son regard sur l'histoire, c'est aussi un regard très critique sur cette réversibilité, en montrant justement une dénonciation de l'absurdité de la guerre. Le fait justement qu'on ait ce gag avec les uniformes qui semblent gris mais qui en réalité sont bleus, va au-delà du simple gag. Il montre aussi justement que les camps sont finalement identiques et qu'on est dans une dénonciation de cette absurdité. Vous avez tout ce discours, hein, du capitaine qui parle de l'alcool comme étant vraiment
carburant idéal pour la guerre, ce qui prouve qu'il faut évidemment n'avoir plus aucune lucidité pour continuer cette boucherie. Et toutes les scènes où on voit justement ces charniers, ces estropiés, etc., sont des scènes assez longues et qui n'ont pas seulement pour vocation de mettre en place un décor. Il y a aussi un regard de Léon sur la barbarie qu'il a connue, qu'il a côtoyée aussi lui en Europe dans un autre contexte, mais dont il a aussi envie de parler. Et paradoxalement, les personnages, si vous regardez, sont des spectateurs de plus en plus attentifs et même juges de ce qui se passe. Ils ont une espèce de loge au-dessus de ce pont, au-dessus de cette situation. Ils regardent cette guerre avec un grand recul. Et c'est l'une des seules fois où finalement Blondin dit une phrase substantielle en disant « J'ai jamais vu un tel gâchis d'homme ». La scène où justement il donne une dernière bouffée de cigare à un mourant fait de lui un personnage subitement une sorte de piéta improvisé comme ça, qui l'humanise, tandis que justement le background lui reste complètement dénué d'humanité. Donc on a quand même aussi un discours, une certaine forme d'idéologie dans le film. Évidemment, l'autre grand thème, enfin l'autre grand élément important, c'est celui de la musique. Donc Ennio Morricone est un compositeur aussi italien. Il s'avère qu'il était en classe primaire avec Sergio Leone, qui ne s'en souvenait absolument pas. Le studio les a réunis pour le premier film, donc pour une poignée de dollars. Et c'est Morricone qui lui rappelle. Ils travaillent ensemble, ça se passe très bien. Et pour Le Bon, la Brute et le Truand, il peut s'offrir le luxe de faire écrire la partition avant le tournage. Ce qui lui permet de savoir exactement quelle musique ira sur les séquences qu'il va filmer. Il explique qu'il diffuse la musique sur le plateau. C'est pas exactement clair parce que Eastwood, par exemple, ne s'en souvient pas. D'autres acteurs disent que ça les aidait beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il filme des scènes en connaissant toute la partition, particulièrement pour les deux dernières. La scène où Tuco arrive dans le cimetière, le morceau Ecstasy of Gold, qui est extrêmement particulier et qui est complètement synchrone avec tous ces mouvements, ces travelling à 360 degrés, et évidemment le duel à 3, où là on a une partition qui conditionne entièrement le montage. Le fameux motif est lié à la première scène qu'on entend, où on entend dans ce silence un cri d'un coyote. Et c'est ce qui deviendra le motif du film. Donc le aïe comme ça vient de ce cri de coyote qu'on entend à plusieurs reprises en fait. Si vous réécoutez la bande, c'est absolument limpide. Et Morricone est considéré par Leone non pas comme son compositeur mais vraiment son scénariste. Il explique pour lui que la musique, elle fait partie intégrante de son film et qu'elle conditionne son écriture et son esthétique. Et c'est une musique qui va avoir évidemment un succès absolument colossal et qui est très clairement le quatrième personnage de ce duel à 3 à la fin. Donc pour terminer, qu'est-ce qui fait que le western est ce fameux western spaghetti, qui est une appellation péjorative de la presse américaine au moment de l'arrivée de Sergio Leone sur le marché du film américain? Plusieurs choses. La première, c'est celle d'une volonté d'un pas de côté par rapport à la codification hollywoodienne traditionnelle. Il y a vraiment des codes qui sont mis en place et Leone joue toujours à briser un peu les attentes et à jouer un petit peu, si vous voulez, au sale gosse dans ses citations. C'est ce que fait aujourd'hui, par exemple, Tarantino, qui est vraiment le digne héritier de Leone de ce point de vue-là. C'est un immense cinéphile qui digère et puis qui repropose à sa sauce. Toute la scène d'ouverture montre cette idée-là. Vous avez un paysage et subitement vous avez ce personnage qui déboule comme ça en très gros plan et qui casse complètement la dynamique habituelle. Pour ceux qui étaient là quand on avait projeté La prisonnière du désert, vous vous souvenez d'une superbe entrée au loin de John Wayne qui arrive de loin et qui prend son temps pour occuper l'espace et montrer sa figure de héros. Là, on a un personnage grotesque qui vient casser complètement la dynamique du plan et une trogne ensuite pas possible, et ça on en a toute une galerie dans le film et c'est le cas dans tous les films de Leone et on joue avec ça. De la même façon, on voit deux personnages qui arrivent de manière frontale pour un duel qu'on pense être entre eux, alors qu'en réalité, on va proposer une démarche perpendiculaire, et en plus, vous avez Tuco qui crève l'écran dans un endroit où on ne l'attend pas. Et ça, c'est un élément qu'on va retrouver dans le film en continu, et dans tous les films de Leone, qui est celui de l'irruption, de la surprise. On est dans des films lents,
hein, dans des films longs, et pourtant dans lesquels on sait qu'à chaque moment dans le plan peut surgir quelque chose. Ça va être des armes très régulièrement, qui sont évidemment pas à l'endroit où on les attendait, hein, qui peuvent sortir d'une baignoire, qui peuvent arriver d'un côté du plan, ou évidemment les pelles, par exemple, hein, qui débarquent comme ça, et le fait qu'on est dans une ambiance qui est proche du cartoon en réalité. Si vous regardez, les personnages, ils sont en état de mort imminente à peu près toutes les 10 minutes, et ils sont sauvés de manière complètement grotesque. Et le mélange, hein, des genres chez Leone est très important. On a beaucoup de comédie, mais on a aussi un aspect épique, on a aussi un aspect pathétique, hein, la scène notamment entre Tuco et son frère, qui est d'ailleurs le seul moment où on va réellement étoffer un personnage, et ça, Eastwood le sentait, hein, lui reste cet homme mystérieux sans nom qui vient et qui repart, alors que Tuco, lui, il est devenu un réel personnage. Et dans la suite de la filmographie de Leone, on verra justement des personnages qui vont de plus en plus avoir un passé, qui vont de plus en plus être incarnés, avoir une réelle présence. Et donc cet effet de surprise va permettre justement au film de toujours nous mettre sur le qui-vive. Et en plus avec cette idée d'une expansion où désormais hein, les duels se font dans des rues qui sont complètement bombardées, et non seulement il faut craindre les balles d'un revolver, mais aussi un canon qui peut débouler du ciel, et on regarde hein, les gens qui tombent du ciel aussi, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment aussi du grotesque. Et ce mélange justement entre les genres permet quelque chose de picaresque, hein, avec des images qui sont complètement poétiques et presque surréalistes. Je vous rappelle Tuco avec son ombrelle rose, par exemple. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ne peut absolument pas imaginer dans le western américain, par exemple. Le dernier élément, évidemment, qui est propre à l'esthétique de Sergio Leone, c'est celui de la dilatation. La manière dont on va étirer le temps au maximum. Hein. Toute l'exposition, si vous regardez, jusqu'à ce qu'on ait le nom du bon avec cette image qui se fige, qui s'arrête, dure 25 minutes. Et pendant 25 minutes, on ne nous a pas encore présenté tous les personnages. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que Leone maintient l'artificialité de son récit. C'est-à-dire qu'en arrêtant de nouveau, et il le refait à la fin, il vous montre qu'il vous raconte une histoire, il vous montre que ce qui l'intéresse, lui, c'est justement le jeu sur la forme. Et on le voit aussi dans sa façon d'étirer le temps, les longs silences, toute la première ouverture avec Tuco et avec Angel Eyes, hein, la manière dont Angel Eyes mange face à ce type qui a compris dès le début qu'il est un mort en sursis et qui va parler beaucoup pour combler ce silence qui devient extrêmement angoissant. Et puis vous avez aussi cette combinaison d'un récit, hein, qui fonctionne par montage alterné, qu'on retrouve à plusieurs moments. Vous avez la scène de l'éperon, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez la scène de la torture. Et en réalité, ces éléments de structure montrent la manière dont le film entier est construit. C'est-à-dire qu'on a une série hein, de récits alternés qui convergent vers cette fameuse cérémonie finale. Et cette cérémonie finale, c'est une espèce voilà, d'explosion et même, je dirais, de récompense de l'attente du spectateur. Hein, d'autant que ça fait partie des films que tout le monde revoit. Et c'est assez extraordinaire de voir justement l'attente qu'on a par rapport à un motif musical récurrent et par rapport à cette fameuse arène finale, qui d'ailleurs, hein, après le tournage, a été complètement abandonnée. Et pour le 50e anniversaire, il y a des fans espagnols, donc ça a été tourné en Espagne, qui ont entièrement reconstruit le cimetière. Ils ont creusé sous 20 cm de terre, ils ont retrouvé toutes les dalles, ils ont reconstruit le muret et ils ont fait un système de parrainage sur Internet où on peut reconstruire les tombes. Ils en ont construit 5000 maintenant. Et donc le cimetière a été excavé, si vous voulez, du passé pour le 50e anniversaire du film. Et donc cet endroit hein, qui est à la fois superbe au niveau cinématographique et qui en même temps a une dimension un peu tragique. Hein. Leone disait clairement qu'il voulait que les morts soient les spectateurs de ce duel final. Donc l'histoire, elle est encore là, hein, dans ces tombes toutes fraîches. Et cette façon qu'on a de faire converger, de faire monter une tension jusqu'à cette décharge finale, cette espèce de catharsis esthétique, c'est là que se résume tout le projet de Leone. Hein, Leone citait régulièrement John Ford qui disait « Les meilleurs films sont ceux qui ont des scènes d'action longues et des dialogues brefs. » Ça résume parfaitement la manière dont Leone fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que je sois aussi moi un peu bref et que j'arrête de parler sur justement un film qui
se suffit à lui-même. Je finirai justement sur ce sujet en parlant de la fameuse réplique de Tuco, hein, quand il dit when you have to shoot, just shoot, don't talk. C'est d'autant plus amusant que to shoot en anglais, ça veut dire tirer, mais ça veut aussi dire faire une prise de vue. Et on pourrait tout à fait y voir un résumé à la fois très drôle et en même temps tout à fait lucide de l'esthétique de Léon lui-même, qui n'a pas besoin qu'on parle pour qu'on apprécie ses films. Merci de votre attention.